Bienvenue à votre programme d'immersion en JavaScript. Aujourd'hui, nous verrons le framework Next, qui est un framework full stack qui permet le développement des applications web client-serveur. Nous ferons une introduction à Next. Ensuite, nous verrons la structure d'un projet Next, la version Next.js. Puis, nous verrons les layouts et les pages, la navigation, les composants serveurs et les composants clients, comment Next nous permet de récupérer les données au niveau du serveur et ensuite comment faire la mise à jour des données. Et enfin, nous parlerons de la gestion des erreurs. Next est un framework conçu pour créer des applications web ultra rapides et optimisées pour le référencement SEO. React est utilisé pour construire les interfaces utilisateurs et Next est utilisé pour les fonctionnalités additionnelles pour permettre un rendu avancé grâce au SSR qui signifie Server-Side Rendering, au SSG qui signifie Static Site Generation et au ISR qui signifie Incrementation Static Regeneration. Il permet aussi un routage automatique basé sur le nom de dossier et des fichiers. Et nous pouvons faire une API backend intégrée pour faire du full stack en une seule application. Next.js permet aussi l'optimisation des performances grâce au code splitting automatique et au préchargement des pages, à l'optimisation automatique des images grâce au lazy loading automatique et au redimensionnement intelligent, la gestion du SEO grâce à la génération du code côté serveur et la récupération et la mise en cache des données. Pourquoi choisir Next par rapport à d'autres frameworks React? Alors, Next apporte des avantages au niveau du rendu graphique. Au niveau des autres frameworks React tels que Vite et Create React App, le rendu se fait uniquement côté navigateur. Alors que avec Next, le rendu se fait côté serveur ou statique ou côté client. Le routage. Avec Next, la question du routage ne se pose plus car il gère un routage automatique sur la base des noms des dossiers et des fichiers dans les dossiers app ou page. Le SEO est limité dans d'autres frameworks. Par contre, le SEO est géré de façon pro avec Next. Next permet de développer directement le backend dans la même application, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Ensuite, Next est performant parce qu'il exécute beaucoup de traitements côté serveur et la rapidité du site web ne dépend pas uniquement du client, mais du serveur sur lequel l'application est hébergée. Next intègre nativement les composants serveurs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres frameworks. Il existe deux styles d'architecture sur Next. Le premier est Page Router, qui est l'ancienne méthode depuis 2016. Ici, chaque fichier est une route. On utilise des fonctions comme getStaticProps, getServerProps, getServerSideProp et getStaticPath. Ensuite, nous avons le style d'architecture la plus récente qui est AppRouter, qui est disponible depuis 2023. Elle est puissante, elle utilise des notions avancées de React telles que les composants serveurs et le streaming. Dans ce cours, nous utiliserons l'AppRouter version 16. Pour l'utiliser, vous devez avoir au minimum la version 20 de Node.js installée sur votre machine. Et pour créer un nouveau projet Next, vous devez utiliser la commande npx. Dans la structure d'un projet Next, nous avons des dossiers importants et des fichiers importants. En ce qui concerne les dossiers, nous avons premièrement le dossier apps pour le AppRouter. C'est dans ce fichier que nous mettrons tous nos layouts, les pages et d'autres composants nécessaires annexes. Nous avons Page qui est utilisé pour le Page Router pour l'ancien style d'architecture de Next. Ensuite, nous avons le dossier public qui contient les documents statiques publics qui peuvent être directement accessibles à l'utilisateur comme des images. Puis, nous avons optionnellement le dossier source pour stocker le code source de notre application. En effet, vous pouvez mettre le dossier app et page directement à la racine de votre projet ou le mettre dans le dossier source. À vous de choisir. En ce qui concerne les fichiers importants, nous avons le fichier next.config.js qui est le fichier de configuration de Next, puis package.json qui est le fichier de définition des dépendances et des scripts pour gérer le projet. Par défaut, on a le script dev pour lancer le projet en mode développement. Ensuite, le fichier instrumentation.ts qui est le fichier pour OpenTelemetry et l'instrumentation. Puis, le fichier proxy.ts qui est le fichier pour les requêtes proxy de Next. Puis, le fichier .env qui est le fichier pour les variables d'environnement. Et on a ces variantes .env local pour les variables d'environnement local, .env pour les variables d'environnement de production et .env development pour les variables d'environnement de développement. Ensuite, esLin.config.mjs qui est le fichier de configuration
configuration de ESLint pour définir la qualité de code. Puis, .git ignore, qui est le fichier Git qui permet d'ignorer certains fichiers et dossiers de votre projet. Ensuite, le fichier nextenv.dt.ts, qui est le fichier de déclaration TypeScript pour Next.js. Puis, le fichier tsconfig.json, qui est le fichier de configuration de TypeScript. Et enfin, le fichier jsconfig.json, qui est le fichier de configuration pour le JavaScript. Une page Next définit l'interface graphique qui sera affichée pour une URL spécifique. Une page est définie en exportant par défaut un composant React dans un fichier de nom page, par exemple page.tsx si nous utilisons le TypeScript, ou page.js ou JSX si nous n'utilisons pas le TypeScript. Par exemple, la définition de la page d'accueil de votre site se fera en ajoutant le fichier page directement dans le dossier app. Comme vous pouvez voir à l'écran, dans notre composant page, export default function page, on retourne hello world next.js et ce fichier est directement ajouté dans le dossier app. Et la route correspondant à ce fichier est le slash. Un layout est une interface graphique partagée entre plusieurs pages. Par exemple, le header, le footer et le sidebar. Pendant la navigation entre deux pages, les layouts préservent leur état et restent interactifs et ne changent pas. Un layout est défini en exportant par défaut un composant React dans un fichier de nom layout. Par exemple, layout.tsx si nous sommes en TypeScript ou layout.jsx si nous sommes en JavaScript. À l'écran, nous avons un exemple de définition de layout. Vous pouvez bien remarquer qu'on a le export default dashboard layout et ce layout prend comme props un children. Le children en fait sera la page qui sera affichée dans le layout. Le rendu final d'une page dans Next est construit en combinant plusieurs layouts imbriqués avec le composant de la page correspondant à l'URL. Chaque layout entoure la page et ajoute une partie de l'interface. Par exemple, le header, le sidebar ou le footer. Next utilise le routage basé sur le système de fichiers. Vous pouvez utiliser des dossiers et des fichiers pour définir des routes. De façon détaillée, la route est déterminée par la position du fichier page dans l'arborescence. Chaque dossier de l'arborescence constitue un segment de l'URL. Le mot page n'apparaît pas dans l'URL finale. Le dossier apps est le dossier racine, donc la page d'accueil du site doit être définie directement dans ce dossier. Ensuite, pour les autres pages, tous leurs dossiers parents apparaîtront dans l'URL comme segment des URL. Cette capture d'écran donne un exemple clair. Dans cette capture, nous avons le dossier apps. Dans le dossier apps, nous avons un premier page.js. Ce fichier définit l'interface de la page d'accueil. Ensuite, nous avons un dossier bloc et dans ce dossier bloc, nous avons un fichier page.js. Ce fichier définit l'interface de l'URL /bloc. Puis, dans bloc, nous avons un sous-dossier entre crochets slot et dans ce dossier, nous avons le fichier page.js. L'URL qui permet d'accéder à ce fichier est /bloc/slot. Ce que vous devez remarquer, c'est que tout dossier qui n'a pas de fichier page.js ou page.tsx ne peut pas être considéré comme une route. Next nous permet de définir des segments dynamiques dans l'URL en créant un dossier avec un nom dans les crochets pour récupérer un paramètre envoyé dans l'URL. La valeur de ce paramètre est récupérée à l'aide de la props param. Récupérer les paramètres de recherche en utilisant la prop search param. Dans les captures d'écran suivantes, nous avons un exemple de récupération de param. Alors, nous voyons bien que dans notre fonction composant bloc postpage, on prend en paramètre un param qui est de type promesse avec slug string. Et la deuxième capture montre un exemple de récupération de search param. Alors, on prend comme props, n'est-ce pas, un search param avec une promise de key, string et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'ici, nous définissons manuellement le type de nos props. Pour éviter de définir manuellement ces types, React fournit un helper générique page prop qui prend en paramètre la route de la page. De même, il fournit aussi le type helper générique layout props pour définir les props d'un composant layout. Ces types sont générés pendant l'exécution des commandes nextdev, nextbuild ou next type gen. Autrement dit, après l'ajout d'une nouvelle page ou d'un nouveau layout, pour que la route soit prise en compte dans les types helper, il faut que l'une des commandes précédentes soit exécutée. Par exemple, nous avons un composant page et dans ce composant page, au niveau de prop, on appelle bien page prop et on passe en paramètre la route de la page. Si vous remarquez bien,
au niveau de l'arborescence, la page est dans app block crochet slug page. C'est pour ça que la route est block slug. Le dossier racine ne fait pas partie de l'URL et le nom du fichier page ne fait pas partie de l'URL. En définissant ainsi, vous voyez qu'on peut directement récupérer le paramètre slug dans la liste des paramètres. Pareil, la deuxième capture montre un exemple d'utilisation de helper pour la définition d'un layout. Alors, vous voyez, on a layout propre en crochet dashboard. Dashboard correspond bien à la route qui permet d'accéder au layout. Vous voyez, le layout est dans app dashboard layout.txt. Pour naviguer entre plusieurs pages, on utilise le composant link de next. Ce composant étend l'élément HTML A pour fournir le préchargement de la route en arrière-plan avant que l'utilisateur n'y accède et la navigation côté client pour empêcher le rechargement de la page et mettre à jour uniquement le contenu dynamique. Dans la capture qui est en écran, on a un exemple. On importe link de next link et link prend en paramètre un href et dans le href, on passe la route qui permet d'accéder à la prochaine page. Par défaut, les pages et les layouts sont des composants serveurs pour permettre de récupérer les données et d'afficher des parties de votre interface utilisateur sur le serveur. Pour changer ce mode par défaut, il faut utiliser la notation useClient comme première ligne de la page ou du layout. Côté serveur, Next.js orchestre le rendu via les API React. Les composants serveurs sont rendus dans un format spécial appelé React Server Component Preload, en abrégé RSC Preload. Les composants clients et le RSC Preload sont utilisés pour produire le pré-rendu HTML. Côté client, lors du chargement initial, le HTML affiche immédiatement une prévision rapide de la route. Ensuite, le RSC Preload réconcilie les arbres des composants clients et serveurs. Enfin, le JavaScript hydrate le composant client pour rendre l'application interactive. Lors des navigations ultérieures, le RSC Preload est préchargé et mis en cache pour une navigation instantanée. Les composants clients sont rendus complètement côté client sans un nouveau rendu HTML serveur. Les composants clients sont nécessaires lorsque nous avons besoin d'utiliser les states ou de gérer les événements utilisateurs, d'interagir avec le cycle de vie du composant en utilisant par exemple useEffect, d'utiliser les API du navigateur, par exemple local storage ou la géolocalisation, ou d'utiliser des hooks personnalisés ou des hooks prédéfinis tels que useContext et useState. À l'écran, nous avons un exemple de composant client qui utilise useState et là, vous voyez bien que on a mis en haut du fichier la notation useClient qui est obligatoire. Sinon, on aura simplement une erreur. Et les composants serveurs sont nécessaires lorsque nous avons besoin de récupérer les données d'une base de données ou d'API externe, d'utiliser un token ou d'autres données secrètes sans que ce ne soit transmis au navigateur, de réduire la quantité de code JavaScript envoyé au navigateur, d'accélérer le rendu initial en diffusant le contenu progressivement vers le client. On parlera donc de streaming. À l'écran, nous avons un exemple de composant serveur qui affiche la liste des likes d'un post. Vous voyez bien qu'au niveau du composant serveur, il n'y a pas de la notation useClient. Et à l'intérieur, on fait un await get post. En fait, on transforme la fonction du composant serveur en fonction asynchrone pour faire du await. Et lorsqu'on a récupéré les posts, on passe cela à un composant client, like button. Et vous voyez, le composant like button est un composant client. Et là, on met la notation useClient. Donc, un composant serveur peut faire appel à un composant client en lui passant des données. Dans les composants serveurs, on peut récupérer les données via n'importe quelle fonction asynchrone d'entrée-sortie de données, telles que l'API fetch ou l'API d'une base de données, comme par exemple MySQL ou MongoDB. Dans cette capture d'écran, nous avons un exemple de récupération de données à travers l'API fetch. Vous voyez bien, la fonction est transformée en fonction asynchrone et à l'intérieur, on fait await fetch et on passe l'URL. Donc, on récupère les données, par exemple, à partir du site VSL. Et lorsqu'on a récupéré ces données, on transforme le tableau de données post récupéré en tableau d'éléments visuels lit. Dans les composants clients, on a deux façons de récupérer les données. À l'aide de l'API use fournie par React ou en utilisant des librairies communautaires telles que le SWR ou le React Query. Nous avons un exemple à l'écran. On a bien la notation useClient en en-tête et notre fonction composant post par en paramètre une promesse post et pour résoudre la promesse,
il va donc faire quand all posts, on affecte use entre parenthèses post. Et par la suite, il va transformer tous les posts obtenus en éléments visuels lits. Pendant la récupération des données, les applications web affichent souvent un indicateur de chargement. Next permet de gérer cela de façon native et optimisée via le streaming, qui peut être implémenté à deux niveaux. Au niveau du composant serveur pour diffuser progressivement la structure de la page, ou au niveau des composants clients pour transmettre des données de manière fluide. Nous pouvons faire le streaming de deux façons. Au niveau d'un composant, en l'encapsulant dans le composant suspense, ou au niveau de la page en utilisant un fichier spécial nommé loading.tsx si nous travaillons en TypeScript ou loading.jsx si nous travaillons en JavaScript. Le streaming avec suspense permet de choisir précisément quelle partie de la page sera diffusée dès qu'elle est prête. Tout contenu situé en dehors de cette balise s'affiche immédiatement. À l'écran, nous avons un exemple de composant utilisant le streaming avec suspense. Alors, vous voyez bien que c'est un composant serveur parce qu'il n'y a pas la notation use client. Et nous avons dans le composant le header welcome block, puis on a suspense. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque l'utilisateur va charger cette page, le bloc header va s'afficher instantanément, alors que la liste des blocs va s'afficher progressivement parce que c'est dans un suspense. Et la props fallback est le composant qui va s'afficher en attendant que la liste des posts soit disponible. Le composant suspense permet également de réaliser du streaming de données au niveau des composants clients grâce à l'API Use de React. Pour que cela fonctionne, au niveau du composant serveur, on récupère les données et on transmet la promesse au composant client en tant que props. Puis, côté client, le composant utilise l'API Use pour consommer cette promesse dès qu'elle est résolue dans le flux. Comme exemple, nous avons au niveau du composant serveur page, suspense, fallback, on met bien le composant qui va s'afficher en attendant le chargement de la page. Sauf que au niveau du composant client post, on passe, n'est-ce pas, la promesse. Alors, au niveau du composant client post, on va donc utiliser use pour avoir tous les posts et ensuite, on va transformer le tableau de données de tous les props en tableau d'éléments visuels React. Pour faire le streaming avec le fichier nommé loading.txt, il faut juste le créer dans le dossier de la route ou dans un dossier parent. Ce fichier exporte un composant, par exemple un singleton ou un spinner, qui s'affiche tant que le contenu de la page n'est pas prêt. À l'écran, nous avons un exemple de fichier loading qui a été créé pour la page bloc. Alors, vous voyez bien que on a créé le fichier loading.js dans le dossier bloc qui contient le fichier page.js. Et au niveau de la définition du composant de loading, on retourne simplement un loading 3 points. Alors, à la place de ce loading 3 points, on peut retourner un skeleton, des indices de chargement visuel qu'on voyait souvent dans certains sites, ou un spinner, une image animée qui aura l'effet de tourner. En arrière-plan, Next encapsule automatiquement toute la page dans une balise suspense. Alors, le composant de loading.js est simplement passé comme le fallback de loading. Next.js permet aussi de modifier les données de votre application en utilisant les fonctions serveur de React. Ces fonctions s'exécutent directement sur le serveur et permettent de gérer les interactions comme la validation ou la mise à jour d'une base de données. Elles offrent une solution simple et sécurisée pour manipuler vos données sans avoir à créer manuellement une API. Elles sont plus couramment appelées Server Action lorsqu'elles sont utilisées dans le contexte d'une action ou d'une modification de données. Par convention, une Server Action est une fonction asynchrone qui s'utilise avec Start Transition de React. Ce comportement est déclenché automatiquement lorsque vous passez la fonction à un formulaire via la propriété Action ou à un bouton dans un formulaire via la propriété Form Action. Les fonctions serveurs sont définies en ajoutant la directive useServer de deux façons. Premièrement, dans un fichier séparé d'extension .ts ou .js si nous utilisons le JavaScript qui exporte une ou plusieurs fonctions ou intégré dans un composant serveur. Dans un fichier séparé, la notation useServer peut être ajoutée en haut d'une fonction asynchrone pour l'identifier comme fonction serveur
ou en haut d'un fichier pour que toutes les fonctions dans ce fichier soient identifiées comme fonction serveur. Nous avons à l'écran le premier exemple create post. On met useServer comme la première ligne dans la définition de cette fonction, ou bien on met useServer comme première ligne du fichier et ensuite on exporte la fonction create post. Dans un composant, la notation useServer doit être ajoutée en haut d'une fonction asynchrone pour l'identifier comme fonction serveur. À l'écran, nous avons bien notre fonction composant serveur page et à l'intérieur de notre composant serveur, nous avons une fonction asynchrone create post et comme première ligne de cette fonction, on a useServer. Les fonctions serveur sont passées au client de deux façons. Si elles sont définies dans un fichier séparé, alors elles sont importées dans le composant client à l'aide du mot-clé import, ou si elles sont définies dans un composant serveur, alors elles sont passées comme des props au composant client. Next permet aussi de gérer facilement les erreurs pouvant survenir pendant l'utilisation de votre site web. Il regroupe les erreurs en deux catégories. Nous avons les erreurs attendues. Ce sont des erreurs qu'on anticipe comme un formulaire mal rempli ou une ressource non trouvable. Et des erreurs non capturées. Ce sont des erreurs imprévues comme des bugs ou une coupure du réseau brutal. Next permet de gérer facilement les erreurs attendues au niveau des fonctions serveur et des composants serveur. Au niveau des fonctions serveur, il prévoit deux formats de réponse distincts. En cas de succès, la fonction retourne les données traitées ou un message de confirmation. En cas d'erreur, la fonction retourne un objet décrivant l'échec, comme une erreur de validation de formulaire par exemple, error email invalide. Il est déconseillé pour garder le contrôle du flux d'utiliser le bloc try-catch pour lever une exception dans une fonction serveur. Dans cet exemple à l'écran, nous avons notre fonction serveur create post pour créer un post. Alors notre fonction serveur prend en paramètre un state, preview state et un form data. Dans le form data, il récupère le titre du post et le contenu du post. Et, n'est-ce pas, avec le await fetch, on crée le post sur un serveur distant. Ensuite, si la création ne s'est pas bien passée, il retourne un message d'erreur fail to create post. Au niveau du composant client, on importe notre server action et on l'utilise à travers le hooks de React useActionState. Le useActionState retourne trois éléments dans un tableau. Le premier élément du tableau, c'est le state, qui est la donnée retournée après appel de la server action. Ensuite, le form action, qui est la fonction qui sera passée à la props action du formulaire. Et pending, qui est un booléen qui permet d'indiquer si le traitement est en cours ou pas. Si pending est à true, ça veut dire la communication avec le serveur est en cours. Pending est à false, veut dire le traitement est terminé. Alors, on récupère la form action, on passe comme valeur de prop action de notre formulaire. Et vous allez remarquer que au niveau de la state qui contient le résultat de notre requête, on a bien state.interrogation.message. Alors, on affiche le message d'erreur pour dire que s'il y a une erreur qui s'est produite, alors on affiche le message d'erreur. Et on désactive le bouton create post pendant que le chargement est en cours. Au niveau des composants serveurs, on distingue deux types de traitement d'erreur. Le premier type, c'est la ressource demandée est inexistante. Alors, on appelle la méthode notFound de Next.js. Ou, dans le cas contraire, on retourne directement le message d'erreur. Dans cet exemple, à l'écran, on retourne directement le message d'erreur. Pour que la fonction notFound de Next fonctionne, nous devons définir le composant notFound dans un fichier nommé notFound.tsx ou notFound.ts et positionner ce fichier dans le dossier de la route concernée ou dans un dossier parent. En ce qui concerne les erreurs non prévues, Next utilise des error boundary. Il capture dans leur composant enfant et affiche une interface de secours fallback UI au lieu de l'interface qui a craché. Pour créer un error boundary, nous devons créer un fichier de nom error.tsx qui exporte un composant et le positionner dans le dossier de la route ou dans un dossier parent de la route. À l'exemple à l'écran, nous avons deux error boundary. On a le premier qui est défini au niveau du dossier racine apps et le deuxième est défini au niveau du dossier dashboard. Alors, si l'utilisateur demande la page de dashboard, vous verrez que Next va isoler les crashs imprévus à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du dashboard et le deuxième niveau, c'est au niveau de la racine de l'application. Next permet aussi de gérer les erreurs non capturées au niveau du composant via la fonction unStableCacheError qui permet de créer nos propres errors boundary personnalisés.
il faut noter que cette méthode n'est pas stable pour le moment. C'est pour ça que le nom de la méthode est Unstable Cache Error. Alors, à l'écran, nous avons un exemple. Nous définissons notre custom error boundary et notre custom error boundary doit englober le composant ou les composants concernés. Next a prévu une gestion d'erreurs globale grâce au fichier globalerror.tsx défini directement à la racine du dossier app. Ce fichier permet de gérer les erreurs qui se produisent au plus haut niveau de l'arborescence, là où un fichier error.txt classique ne peut pas intervenir. Le composant défini dans ce fichier doit impérativement définir ses propres balises HTML et body car il remplace l'intégralité du layout racine lorsqu'il est actif. Nous avons un exemple de global error. On a la notation useClient, dit que c'est un composant client. Et on a global error. Vous voyez bien qu'au niveau du return, on met la balise HTML, on met la balise body. Contrairement dans le cas d'une erreur classique où on définit juste le composant qui va afficher l'erreur. Je vous propose de faire ce TP pour mettre en pratique tous les éléments vus dans ce cours. Avant de commencer ce TP, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Après vérification des statistiques de ma chaîne sur YouTube, je constate que seulement 31% des personnes qui regardent quotidiennement mes vidéos sont abonnées. Alors, ça ne vous coûte rien de vous abonner. Les 70 personnes restantes, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous pour nous encourager à vous produire toujours du contenu de bonne qualité. Top chrono.